Allez-y, je Donc nous reprenons au fragment 10. Terentius Clemens, libro nono ad legem Iuliam et papiam. Terentius Clemens, au livre 9 sur la loi Iulia et Papia. Donc Terentius Clemens est un juriste sous Adrien et Antonin, donc disons début, milieu du IIe siècle de notre ère. C'est un juriste qui est assez peu connu, on ne le croise pas souvent, mais il est auteur, on le sait, d'un commentaire sur la loi Iulia et Papia, commentaire en 20 livres, dont 35 fragments ont été conservés au digeste. Et donc c'est un contemporain de Julien, un juriste beaucoup plus connu, euh, qui était également donc actif sous Adrien, et qui est très célèbre pour avoir fixé donc l'édit du prêteur, enfin rédigé dans sa forme définitive l'édit du prêteur. Quant à la loi Iulia et Papia, nous l'avons déjà croisé dans d'autres vidéos. Les juristes désignent au singulier en réalité deux lois augustéennes. D'abord la loi Papia la loi Iulia de Maritandis Ordinibus, donc la loi sur le mariage des ordres, qui est une loi d'Auguste de 18 avant notre ère, et qui a été ensuite, dont les dispositions juridiques ont été complétées par une loi Papia Poppaea en 9 avant notre ère. Et les juristes ont l'habitude de désigner au singulier, sous donc, le terme lex Iuliam et Papiam, enfin lex Iulia et Papia, pardon, le régime juridique qui a trait au mariage, donc les régimes matrimoniaux que Auguste avait encadrés dans ces deux lois. Et si l'on trouve un fragment du commentaire de Terentius Clemens de cette loi dans le titre consacré aux droits des patrons, c'est sans doute parce que il y avait précisément dans ce dispositif légal en particulier l'interdiction des mariages entre un homme de rang sénatorial et son affranchi. Donc c'est peut-être pour ça que l'on retrouve autant cette loi dans ce titre. Alors, je commence. Eum patronum, qui capitis libertum accusasset, excludi, abonorum possessione, contra tabulas placuit. Labeo existimabat capitis accusationem meam esse, cuius poena mors aut exilium esset, qui nomen detulit, accusasse intelligendum est, nisi abolitionem petit, itque etiam proculo placuisse servilius refert. Placuit, il a été décidé que, eum patronum, ce patron, le patron, qui capitis libertum accusasset, donc qui accusasset aurait accusé libertum son affranchi, on est obligé d'insérer un possessif en français, capitis d'un crime capital, excludi, serait exclu ou est exclu. Exclu de quoi? Eh bien, abonorum possessionné, de la possession des biens, contra tabulas, contre les tablettes, littéralement, mais c'est-à-dire contre les dispositions testamentaires ou en dépit des dispositions testamentaires. L'abéo, donc l'abéon, pardon, existimabat, estimait que donc accusationem, l'accusation capitis, capitale, donc d'un crime capital ou l'accusation capitale, eam esse est celle-ci est celle cuius dont poena la peine mors aut, enfin esset est mors aut exilium, la mort ou l'exil. Qui nomen detulit, donc celui qui detulit a déféré un nom, nomen detulit littéralement, donc a déféré un nom, mais c'est une expression technique qui signifie accuser quelqu'un. Donc, on pourrait dire traduire en justice, si on regardait l'idée de mouvement qu'il y a dans le mot déféro, dans le verbe déféro. Donc, celui qui a traduit quelqu'un en justice ou accusé quelqu'un, peut-être d'ailleurs on pourrait préférer traduire en justice parce qu'il y a le verbe accusacer juste derrière, ça nous rend service. Donc, celui qui a traduit quelqu'un en justice. Intelligendus est, doit être entendu comme ayant accusé, donc est réputé avoir accusé, c'est comme ça qu'on pourrait le simplifier. Nisi, à moins que abolitionem
petit, donc, il ne demande abolitionem, l'abolition, c'est-à-dire l'abandon des poursuites. Itque etiam itque servilius, donc, et servilius rapporte aussi etiam, enfin, ou plutôt etiam id, donc que la même chose, placuisse, avait été approuvé proculo par Proculus. Donc je relis le texte entier. Il a été décidé que le patron qui aurait accusé son affranchi d'un crime capital serait exclu de la possession des biens en dépit des dispositions testamentaires. L'Abéon estimait que constitue une accusation capitale celle dont la peine est la mort ou l'exil. Celui qui a traduit quelqu'un en justice est réputé avoir accusé, à moins qu'il ne demande l'abandon des poursuites. Et Servilius rapporte que la même chose avait été décidée par Proculus, ou avait été approuvée par Proculus. On a un bel exemple de l'ambiguïté du verbe placere, la placuit, Oui. qui vient souvent. Oui. Il a été admis, il a plu. Ça peut aussi bien se référer aux prudents, aux juristes, c'est l'opinion des juristes, l'opinion dominante des juristes, mais dans beaucoup de contextes, ça veut dire il a plu à l'empereur, c'est-à-dire que ça a été le motif d'une constitution impériale, soit un rescrit, soit un décret. Et là, dans ce contexte, j'ai l'impression, mais encore une fois, je ne mettrai pas ma main au feu, j'ai l'impression que placuit est employé pour les prudents. Il a plu, il a été considéré admissible par les juristes etc. Il n'y a pas de constitution impériale en filigrane ici. C'est vrai que le fragment présente un entrelacement d'autorité Ouais. des prudents, et c'est aussi un bon exemple d'histoire du droit, puisqu'on a toute une série de juristes. Donc on a commencé avec Terentius Clémence au IIe siècle. On a l'Abéon, qui est sans doute le plus ancien, dans la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Proculus ensuite, qui fut sans doute un de ses élèves dans la première moitié du 1er siècle. Et voilà. Servilius, qui est très difficile, parce que... Et Servilius, oui. On n'a pas de fragment de lui. C'est probablement un juriste très tardif de l'époque de Dioclétien. D'accord. Mais c'est pas sûr. Hein. On a très peu de renseignements sur lui. Bien, mais continuons. Au fragment suivant, fragment numéro 11. Ulpianus, libro decimo ad legem Iuliam et Papiam. Donc Ulpien, au livre 10 sur la loi Julia et Papia. Donc Ulpien, un juriste du IIIe siècle bien connu, actif sous les Sévères, mort assassiné en 223. Is autem nec ad legitimam hereditatem, quae ex lege duodecim tabularum defertur, admittitur. Is, celui-ci, nec admittitur, donc n'est pas admis non plus, ad legitimam hereditatem, à la succession légitime, quae, donc c'est l'hereditas, hein, donc qui en français est plus ambigu, mais c'est la succession qui, defertur, alors est déféré, bon, je le traduis comme ça, est dévolu, on pourrait le traduire, mais on a rencontré le verbe déféro juste avant, et on voit bien que là, il a un sens technique différent, donc c'est un peu piégeux. Donc cette succession légitime qui est déférée ex lege duodecim tabularum, donc selon la loi des 12 tables. Alors je reprends celui-ci, is, donc c'est le patron dont il a été question dans le fragment précédent, puisque les fragments s'enchaînent dans un texte qui est censé être cohérent. Donc on pourrait traduire « ce patron n'est pas admis non plus à la succession légitime », qui est, on pourrait supprimer d'ailleurs qui est en français, la succession légitime dévolue par la loi des 12 tables, afin de supprimer l'ambiguïté de ce qui en français. La succession dévolue par la loi des 12 tables, c'est donc la succession légitime, légale, selon la loi, par distinction d'avec la bonorum possessio, l'envoi en possession des biens ordonné par le prêteur. Et là, on a un bon exemple de ces inscriptions. Là, le numéro du fragment
et l'indication de l'auteur du fragment et l'indication du titre du livre dont le fragment a été tiré, eh bien, Justinien a ordonné qu'on les garde dans le texte du digeste, mais en fait, on pourrait lire le texte, tout le titre, comme un texte en continu, en supprimant toutes les inscriptions. Et là, on voit bien que cette phrase est à coller à la suite du point refert, Servilius refert, et ensuite on continuerait. C'est juste pour rappeler d'où vient le fragment, mais ça n'a pas d'importance matérielle ou logique, l'inscription. Et on pourrait s'amuser, entre guillemets, à traduire un titre du digeste en supprimant toutes les inscriptions. Et là, on aurait un texte, on aurait une vision tout à fait différente du texte. C'est l'hypothèse de M. Stagel, dont on a déjà parlé plusieurs fois. En tout cas, on fait cela dans les éditions de fragments de philosophes. Dans l'édition, disons, latino-grecque, on met l'origine de chaque fragment, mais dans la traduction, on traduit directement la pensée que ces fragments... C'est ce qu'on pourrait faire pour certains titres du digeste, ce serait un exercice assez... On va continuer, pardon. Fragment suivant, donc fragment 12, Modestinus Libro Primo Responsorum, donc Modestin au livre premier des réponses. Modestin est un juriste du IIIe siècle également, mais postérieur à Ulpien. Il a peut-être été son élève, en tout cas il est cité dans la loi des citations, la célèbre loi de 426, qui accordait aux écrits de 5 juristes, dont Modestin, une autorité particulière. Gaius Seius Decedens Testamento Ordinato inter filios suos Iulium libertum suum quasi et ipsum filium ex parte heredem nominavit. Quaero an uius modi scriptura possit liberto statum conditionis mutare. Modestinus respondit statum mutare non posse. Donc Gaius Seius, Decedens mourant, testamento ordinato, son testament ayant été mis en ordre, donc avec un testament rédigé. Alors, nominavit a désigné inter filios suos, parmi ses fils, Iulium libertum suum, Jules, donc son affranchi Jules, Iulius, quasi et ipsum, je traduirai d'abord ex parte heredem, pour une part de son héritage, quasi et ipsum filium, comme son propre fils. Quaero, je demande, an si, uius modi scriptura, par ce genre d'écrit. Donc il est sans doute question d'une clause dans le testament, la clause que l'on vient de connaître, qui vient de nous être rapportée. Donc je demande si, par ce genre d'écrit, il est possible, mutare, de modifier, liberto statum, statum conditionis, donc littéralement l'état de la condition, liberto de l'affranchi, mais l'état de la condition, donc ça ne veut rien dire en français, donc plutôt, si on veut garder les deux mots, on pourrait dire la condition statutaire, pour l'inverser, mais il est question donc de la condition juridique de l'affranchi. Modestinus, donc Modestinus Modestin, donc là c'est curieux parce que c'est Modestin qui répond dans un texte de Modestin, donc là il y a sans doute un collage un peu raté des compilateurs de Justinien. Modestin répondit, donc répond, donc répond quoi? Statum mutare non posse, que le statut ne peut être modifié. C'est toujours clausula, le sujet de non posse. Clausulam, sous-entendu non posse mutare statum, ou pas? Je ne sais pas. Scriptura, pardon. Oui, scriptura, oui. J'en sais rien. Mais vous l'avez entendu comme si scriptura était un ablatif, donc par une écriture de ce type. Voilà. Oui. Ablatif, oui. Donc, possit aurait pour sujet statum mutare. Et liberton, on peut l'imaginer comme un datif commodi, c'est-à-dire en faveur de l'affranchi. Est-ce que scriptura n'est pas un sujet, en fait? Voilà, l'autre possibilité, c'est ça. Une mention écrite de ce genre peut, etc. Oui, d'accord. Si une mention, d'accord. Donc, si un écrit de ce genre peut modifier la condition statutaire de l'affranchi. Je crois que c'est plus simple comme ça. Oui. Alors, je reprends la phrase en entier, le fragment. Gaius Seius mourant, son testament ayant été mis en ordre, a désigné parmi ses fils son affranchi Jules pour une part de son héritage, comme son propre fils. Je demande si, par une clause de ce genre,
Enfin, si une clause de ce genre peut modifier l'état, la condition statutaire de l'affranchi. Modestin a répondu que le statut ne peut être modifié. Enfin, peut-être que cette clause testamentaire ne peut pas changer le statut. Non Oui. C'est ça, ouais. Et pour reprendre effectivement, pardon. Modestin a quand même- répondu que cette clause ne peut modifier le statut. C'est quand même étrange. Hein. Tout à l'heure, on a vu que dans le contrat de vente, qui est un contrat de bonne foi, c'est-à-dire dominé par la flexibilité, eh bien, une clause d'un premier contrat aboutissait à faire déclarer libre une esclave parce qu'elle avait été prostituée. Donc le contrat avait un effet extrêmement décisif, alors que là, on a la clause d'un testament et elle n'aboutit pas, elle ne peut pas changer la condition de l'affranchi. Probablement parce que là, on est dans le droit légitime, on est dans du droit strict, on est dans du vrai droit civil, beaucoup moins souple, au fond, que tout le droit des contrats de bonne foi, des contrats consensuels, dont fait partie le contrat de vente, probablement. En réalité, la clause permet à l'affranchi d'être héritier. Et ce simple fait sous-entend qu'il pourrait être traité comme un fils, donc que son statut pourrait changer. Donc en gros, il a droit d'obtenir une part d'héritage, mais cela ne change pas son Ça statut. n'implique pas son statut, au fond, familial, social. Voilà, oui, c'est ça. Et social qui fait qu'effectivement son héritage reviendrait. Non, parce que le patron Non. est décédé. Pardon. Il est- Non. Non, il peut garder sa part d'héritage, mais voilà. il n'en devient pas, il ne devient garde pas ingénu, par exemple. Il garde Voilà. tout l'obsequium, les devoirs, Non, les il officiers. reste- C'est-à-dire qu'en gros, la clause ne dit pas qu'il doit changer de statut. La clause dit juste qu'il aura une part d'héritage. Comme un fils. Ouais. Donc cette clause-là ne pas changer, puisque statut, ce n'est pas prévu. Et par exemple, l'affranchi en question ne pourrait pas engager une causa liberalis, un procès en liberté pour se faire déclarer ingénu, Voilà. avec tous les avantages que ça peut avoir pour obtenir des fonctions publiques ou autres. En fait, Il y a une barrière. Modestin réduit la portée un peu de la fiction qu'on voit quasi. Donc il est Oui, oui. quasi filium, mais en fait que Mais il sur, n'est sur le patrimoine. Voilà. Quasi, mais pas. Oui. Mais pas pour de bon. Mais pas tout à fait. Oui. Alors, fragment suivant, fragment numéro 13, Modestinus libro primo pandectarum. Modestin au livre premier des Pandectes. Donc les Pandectes, ça vient du mot grec pandectes, qui contient tout, et c'est l'équivalent du latin digesta, qui a donné son nom donc au digeste. Mais donc les juristes écrivaient déjà des digestes, et on a par exemple Julien qui a écrit des digestes en 90 livres. Pandectae, hein, c'est pas pandectes. Ah, pardon. Pandectae. Excusez-moi. Alors, filius familias servum peculiarem manumitere non potest, iussu tamen patris manumitere potest, qui manumissus libertus fit patris. Donc, filius familias, un fils de famille, non potest ne peut manumitere affranchir, servum peculiarem. Alors là, donc un esclave péculier, pourrait-on dire, mais il faut entendre un esclave qui a été acquis sur le pécule du fils. C'est sans doute ça qu'il faut fait partie du comprendre, pécule, oui. puisque le pécule est une petite somme d'argent qu'un père pouvait affecter, allouer, disons, soit à un fils, soit à un esclave d'ailleurs, pour qu'il administre des biens, qu'il fasse croître cette somme. Voilà. Donc on comprend que le fils de famille a acheté un esclave, a acheté un esclave sur son pécule. Pardon. Tamen, mais potest manumitere, il peut affranchir, donc sous-entendu le fils de famille, iussu patris, sur ordre du père, qui manumissus libertus fit patris, donc qui, celui celui-ci, donc effectivement celui qui a été affranchi sur ordre du père. Qui libertus, donc lequel affranchi. C'est affranchi, oui. Lequel, ayant été affranchi, devient l'affranchi du père, non? C'est ça? Exactement, oui, Voilà. devient l'affranchi du père. Voilà. Libertus patris. Effectivement, la difficulté, c'est que libertus, on le traduit souvent par affranchi, et manumissus également. Donc, Voilà. peut-être là, on pourrait traduire celui qui est libéré ou celui qui a été rendu libre sera l'affranchi du père. Voilà. Et le qui est un pronom qui Mais- reprend, en fait, c'est comme et is.
C'est pas un vrai relatif. Oui, d'accord. Pardon. Donc, fragment suivant, fragment 14. Ulpianus libro quinto ad legem Iuliam et Papiam. Ulpien au livre 5, au livre 5e sur la loi Julia et Papia. Si iura vero me patronum esse, dicendum est, non esse me quantum ad successionem patrum, quia iusurandum patronum non facit. Aliter atque, si patronum esse pronunciatum, sit, tunc enim sententia stabitur. Donc, si, que je traduirai ici par quand, pour plus de facilité. Iura vero, j'aurais juré. J'aurais sans S. J'aurais juré. Me patronum, non, enfin, pardon, esse, donc être, me patronum, moi-même patron. Dicendum est, il faut dire que non esse, mais non esse, que moi je ne le suis pas. Patronum. Pardon, oui, non esse me patronum, je ne suis pas patron, je ne le suis pas. Quantum ad quanta successionem, la succession. Qui, Oui, oui. la succession de la franchise. Non, mais c'était un... Pardonnez-moi, je vous ai... Ah. Oui. Non, allez-y, continuez. Donc, quia, car, iusurandum, un serment, non facit, ne fait pas, patronum, un patron. Aliter atque, donc autrement et autrement, où il en va autrement. Oui. Si pronunciatum sit, il a été déclaré que, il a été jugé, parce que le c'est un prononcé, comme en français. Il a été donc jugé, pour être dire, par une décision en justice. Patronum esse, donc que j'étais patron, à nouveau. Tunc, alors, enim en vérité, sententia, la sentence, stabitur, sera maintenue. Donc je relis peut-être. Alors, quand j'aurai juré être moi-même patron, il faut dire que je ne suis pas patron, donc je ne le suis pas quant à la succession, sous-entendu de la franchise, effectivement, pour rendre plus claire la phrase. Car un serment ne fait pas un patron. Il en va autrement. S'il a été jugé que j'étais patron, alors, en vérité, la sentence sera maintenue. Donc s'il y a une opposition entre le simple serment, donc la déclaration individuelle, pourrait-on dire, même sous serment, et la décision de justice. Et donc on voit que il est insisté sur la sécurité juridique, le respect de la chose jugée, pour ainsi dire, et donc la sententia qui a été prononcée, au sens juridique du terme, et qui ne peut pas être mise en cause. Mais si je ne me trompe pas, le jus iurandum, même si c'est très archaïque, c'est un procédé juridique ou pas? Non. Oui, mais oui, très juste. Mais là, on veille à ce que dans ce cas-là, ils ne produisent pas d'effets trop visibles ou trop marquants. Il n'a pas toujours le même effet. Là, il n'a pas un effet maximal. Voilà, il y a un régime qui pose des limites très précises, à moins qu'il y ait une sentence, qu'il y ait une décision de justice. C'est pas une décision unilatérale, c'est pas un choix unilatéral. C'est très encadré comme statut. Et là, je pense qu'on peut voir un peu l'arrière-plan sociologique, puisqu'on imagine peut-être de grands patrons qui devaient considérer qu'une simple promesse les faisait patrons, faisait reconnaître leur droit de patron. C'est moi son patron. Voilà, exactement, et que leur parole... Et ça allait jusqu'à la succession. C'est la pour récupérer les biens de la franchise. Donc voilà, il y a une défense... Dans ce titre, on voit des affranchis ingrats, voire hostiles à leur patron, mais on voit aussi des patrons qui négligent leurs affranchis et des patrons qui profitent outrageusement, notamment de la succession de leurs affranchis. Il faut essayer des patrons avides. Faire un équilibre entre tout ça. Fragment suivant. Fragment 15. Paulus, libro octavo ad legem Iuliam et Papiam. Donc Paul, au livre 8 sur la loi Iulia et Papia. Donc toujours, Paul, un juriste sévérien, encore une fois, contemporain d'Ulpien. Qui contra legem aeliam sentiam ad iurandum libertum adegit, nihil iuris habet, nec ipse, nec liberi eius. Donc qui, celui qui,
contra legem aeliam sentiam, contrairement à la loi Aelia Sentia, ou contre les dispositions de la loi Aelia Sentia. Adegit, donc a fait prêter serment. Moi aussi, je le traduirais aussi comme ça, parce que j'ai vu que dans le Gaffio, on pouvait le... Mais effectivement, il faut entendre qu'il y a peut-être la notion de contrainte dedans, à contraint, à pousser quelqu'un. Pousser, c'est le terme le plus littéral. Oui. Donc a fait prêter serment peut-être sous la contrainte. Libertum, donc a fait prêter serment à un affranchi. Nil iuris habet n'a aucun droit, sous-entendu ici de patron, le fameux droit de patron. Nec ipse, ni lui-même, nec liberi eius, ni ses enfants. Le serment abusif. Oui. Donc la loi Aelia Sentia, on l'a déjà croisée également dans d'autres vidéos, mais c'est une loi de 4 après Jésus-Christ, une loi d'Auguste qui encadrait les affranchissements des esclaves dans le but de les limiter. Et elle est venue après 2 autres lois d'Auguste, dont la loi Fufia Canina de 2 avant Jésus-Christ, et puis une autre loi dont la date n'est pas connue avec précision. Donc on ne sait pas si elle est avant ou après en fait. Mais tout ce dispositif légal avait pour but donc, de limiter les affranchissements. On a coutume de dire qu'elle est limitée à 100, les affranchissements testamentaires, pardon, donc par ces affranchissements qui étaient censés exprimer la libéralité du testateur. On dit souvent qu'elle les a limités à 100, mais en fait le dispositif était quand même plus précis, puisqu'il y avait une sorte de grille avec des proportions en fonction du nombre d'esclaves. Et or, dans la société romaine, beaucoup de Romains avaient des esclaves, mais très peu de Romains avaient 100 esclaves ou plus. Donc cette loi, elle concernait surtout ceux qui avaient entre 1 et 3, 4, 20 esclaves peut-être. Et donc il y a un système de proportion. Les maîtres qui avaient entre 1 et 2 esclaves étaient exclus du dispositif de la loi. De 3 à 10 esclaves, on pouvait affranchir la moitié au maximum. De 10 à 30, le tiers. De 30 à 100, le quart. Et de 100 à 500, le cinquième, c'est-à-dire 100. Mais voilà. Donc en fait, Merci beaucoup. Merci.